Bienvenue dans ce 6e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. La douleur. Ce mot qui, à lui seul, réveille une quantité de souvenirs parfois difficiles. La douleur est un vrai sujet dans la maternité, que ce soit pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou encore en postpartum. Mais c'est un sujet trop peu abordé sous un prisme nouveau et éclairant. Nina Guénaud est sage-femme, professeure de yoga et enseignante universitaire. Elle a fait de ce sujet, vous l'avez compris donc, la douleur, sa prédilection. Quand on gratte derrière ce mot, d'un coup, un monde s'offre à nous. Dans cet épisode, on parle de définition du mot douleur, de la fameuse phrase « enfanter dans la douleur », de la douleur des nourrissons, est-ce que l'on en sait aujourd'hui, en 2020, de la dépression prénatale, de notre rapport à cette douleur, de césarienne, d'allaitement, et plein d'autres thèmes, comme notamment la mémoire du corps. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nina. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet parfois un peu tabou encore, la douleur. Et ma première question, enfin c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est une des auditrices qui demande si tu peux rappeler à quoi est-ce qu'elle sert la douleur. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe dans notre société et puis même dans toutes les sociétés. Et c'est un sujet assez passionnant qui, moi, en tant que sage-femme, qui pratique diverses, justement, médecines alternatives pour lesquelles je me suis formée, diplômée, et dont j'utilise aujourd'hui pour les femmes enceintes ou pas, et notamment lorsque j'enseigne aussi à la faculté des sports. C'est quelque chose qu'on va vraiment aller trouver qui s'imprègne dans l'histoire de la femme, puisque là on parle vraiment de la femme par rapport à la naissance, mais c'est aussi intéressant de revenir sur des définitions consensuelles, par exemple celle de l'IASP, qui dit que la douleur est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Donc, lorsqu'on reprend vraiment cette définition, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose aussi à la fois de l'expérience que l'on peut vivre qui est personnelle et qui a une interprétation justement qui peut être subjective. Et ces deux notions qui me semblent importantes, c'est la sensorialité qui est impliquée et l'émotion, l'aspect émotionnel. Donc, la douleur est bien liée à une émotion. Et quand on sait que les sens, en fait, on les perçoit dans notre corps et que ces sens vont alerter sur un besoin, comme une émotion aussi, justement, on peut aller se poser la question de mais à quoi sert la douleur, comme elle demandée par cette femme. Donc la douleur va être un messager. On va pouvoir avoir, lorsqu'on parle de douleur, de tout ce qui est la notion de la qualité de la douleur. Et on va retrouver ça dans les contractions. Est-ce que c'est des douleurs de bonne qualité, par exemple? Et dedans, on va avoir tout ce qui est description, brûlure, piqûre, crampe, par exemple, ou torsion. On va avoir cette notion de durée qui va aussi être là. Est-ce que c'est bref? Est-ce que c'est continu? Comment est-ce que ça se passe? Et on va retrouver aussi l'intensité. Et enfin, la localisation. Donc, ces éléments vont déjà permettre d'aller alimenter l'expérience sensorielle en elle-même. Et avec tout ce travail qui est important dans la reconnexion à ces 5 sens pour sentir un peu ce qu'on peut en faire. Et de là, on va pouvoir émettre un état, donc pouvoir partager un état douloureux à une personne. Et de cet état, en fait, notre corps va engager un processus de substances algogènes qui vont venir, par exemple, on connaît bien la sérotonine, l'histamine, la bradykinin, qui vont venir stimuler nos nocicepteurs pour nous permettre de réagir, donc d'avoir une action efficace pour nous protéger. Et donc cette douleur, en fonction du type de message qu'on va avoir, on peut toucher les grosses fibres, et là ce sera vraiment une douleur rapide, le cerveau est informé rapidement, la localisation est rapidement interprétée par le cerveau. Ou alors, si c'est les fibres les plus fines qui sont atteintes, on va avoir une douleur qui va être donc un peu plus diffuse, avec un message qui sera un peu plus complexe à aller découvrir, une sensation de fatigue un peu plus latente. Mais derrière tout ça, il y a vraiment le vécu qui est important et la compréhension du message que cette douleur a à nous apporter. Quelque chose finalement d'initiatique.
dans la compréhension de qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, quels sont les symptômes qui sont associés à elle. Est-ce que finalement j'ai mis en un syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Et comment est-ce que je les somatise dans mon corps? Comment est-ce que j'arrive à être accompagnée pour les interpréter, pour comprendre ce qu'elles ont, puisque cette douleur, en fait, l'émotion de douleur va nous emmener, va potentialiser les autres émotions, particulièrement la colère, la peur. Et quand ça se prolonge, puisqu'on va consommer tout ce qui est sérotonine par exemple, on va aller vers tout ce qui est tristesse et donc dépression par exemple. Donc la douleur est un messager, déjà avec les 4 éléments dont j'ai parlé, et c'est la compréhension aussi de son histoire, des croyances qu'on peut avoir, qui va nous permettre de comprendre le message de notre douleur, au-delà du simple fait de l'état dans lequel elle nous met. C'est intéressant de comprendre que la douleur, elle est liée aux émotions et que ce n'est pas juste quelque chose de physique, une conséquence physique. Ça vient, le corps et l'esprit sont liés, quoi. Oui, exactement. Et souvent, quand j'en parle dans les ateliers ou les cours de yoga que je fais, avec les femmes, on est vraiment dans cette compréhension de dire, mais finalement, dans mon parcours de vie, c'est quoi pour moi la douleur? Et souvent, je découpe en disant, par exemple, si on prend la grossesse, on va vraiment avoir la physiologie de la grossesse qui va entraîner une modification. Donc, on va être dans sa physiologie à soi parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Et cette physiologie va dépendre de la cambrure, par exemple, que la femme est là, et ça va favoriser ou pas des douleurs qui vont s'installer. Et on va donc avoir des douleurs mécaniques, des douleurs physiologiques, parce que, par exemple, tu vois, une femme enceinte, le ventre a grossi. Enfin, si elle avait déjà, par exemple, l'ombilicocolon, c'est des intestins très longs, elle va vraiment pas s'adapter comme une femme qui a un transit avec des intestins de taille classique. Donc on va avoir la douleur mécanique, on va avoir la douleur physiologique qui peut être mécanique ou alors liée à un organe, et là avec vraiment une atteinte tissulaire. Et puis on va avoir ce côté émotionnel de la douleur. Et souvent celui-là, moi je le travaille beaucoup parce que mes accompagnements sont vraiment ciblés là-dessus, dans le processus émotionnel de la femme. Est-ce qu'elle arrive à comprendre en fait dans son parcours de vie ce que ses émotions ont pu, comment est-ce qu'elle accueille ses émotions, elle les comprend, parce que on va tous vivre un moment dans notre vie douloureux. Et j'aime bien cette notion dans le yoga. Tu pratiques aussi, tu dois connaître. On parle souvent des samskaras, et il y a un verset qui est super intéressant dessus qui dit justement que on a des impressions latentes, que finalement, même si on vit une nouvelle scène, on a un processus émotionnel qu'on va souvent répéter. Et tout ce travail émotionnel, en fait, va devenir très intéressant lorsque la femme va pouvoir aller poser des mots dessus. Dans cette répétition des blessures, on va prendre, par exemple, quand j'accompagne les femmes, on va vraiment prendre des moments phares de sa vie, et on va aller un petit peu comme ça, pas pour commencer à trouver qui était coupable, tout ça, mais juste pour comprendre comment elle, qu'est-ce qu'elle a développé, qu'est-ce qu'elle a mis en place comme processus émotionnel comme chemin, en fait, pour vraiment vivre des situations qui, de loin, comme ça, on se dit, bah non, c'est pas la même scène du tout, mais au fond, il y avait une douleur, elle avait été dans un état de douleur, en fait, émotionnel qu'elle avait ressenti. Donc la douleur est vraiment initiatique, et dans ce cas-là, lorsqu'on quitte ce champ-là, et moi l'aspect émotionnel de la douleur, elle a vraiment cette compétence pour la femme. Et quand j'entends cette phrase femme tu enfanteras dans la douleur, c'est pour dire combien en fait on a été doté de cette capacité à travailler en fait sur nous, sur notre histoire, l'histoire des femmes de notre génération, pour vraiment les comprendre finalement. Moi, en tant que femme, qu'est-ce que c'est pour moi la femme dans mon parcours de vie? Comment est-ce que je la positionne? Comment est-ce que je vis cette notion de féminité? Alors, justement, pourquoi est-ce que enfanter dans la douleur, donc c'est une expression très commune que toutes les femmes ont déjà entendue plus ou moins, même si elles ne sont pas de profession catholique ou dans la religion, pourquoi est-ce que ça reste un truc remarquable, demande cette maman, admiré ou au moins normalisé pour de nombreuses personnes, femmes et même au sein du corps médical? Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée qu'il faudrait souffrir pour être une bonne mère? C'est aussi quelque chose qui, quand on reprend même l'histoire des sages-femmes, on était un petit peu des sorcières parce qu'on ne comprenait pas comment on pouvait être là à ce moment où il y a tellement de choses qui se passent, et il y a un état finalement de transe comme ça qui est mis en place. Et donc la femme, finalement, cette notion d'enfanter aussi, elle prend, quand on reprend justement l'émotion de la douleur, on est doté d'un utérus, et on sait justement que souvent on est déjà dans le ventre de nos grands-mères entre guillemets via les oocytes. On peut justement se dire qu'il y a tout ce travail
de transgénérationnel qui se fait déjà et que la femme, par son cycle, déjà cycle menstruel, cycle féminin, par l'histoire des femmes de sa génération, va commencer à travailler sur elle pour permettre à cet enfant d'avoir un nid dans lequel elle-même, elle s'est un petit peu détachée des croyances qui ont pu bloquer toute la lignée des femmes de sa génération. Et puis il y a vraiment tout ce côté d'accompagnement qui avait de très fort. Il fallait avoir vraiment des femmes à côté de nous qui avaient vécu cette expérience, qui pouvaient justement nous accompagner à nous débarrasser des chaînes, des samskaras. Et aujourd'hui, quand on voit la progression, par exemple, de cette sororité féminine qui était ancienne, à un moment, elle a un tout petit peu disparu parce que on n'arrivait plus à gérer cette douleur. Tu vois, il y avait des morts, il y avait des périnées qui étaient quand même, c'était très compliqué. Et c'est là qu'on voit l'entrée des hommes et je trouve ça passionnant parce que souvent quand les hommes sont arrivés, ils ont initié la position gynécologique parce que eux aussi ils en avaient marre de voir leur femme mourir en couche, souffrir et puis avoir des relations sexuelles compliquées après. On n'en parle pas beaucoup de ça dans l'histoire. Donc ces hommes quand ils rentrent, c'est pas forcément que pour prendre la place des femmes et c'est aussi pour les aider parce qu'il y avait une telle fatigue émotionnelle dans ces douleurs, ces infections qui se passaient. Et donc, quand la péridurale arrive, bah, c'est un homme qui la met en place, la position gynécologique. Et, euh, et donc, oui, ça reste encore quelque chose de très... elle a accouché sans péri, comment elle a fait tu vois, la péridurale, en 1980, il y a que 4% de femmes qui ont pu bénéficier d'une péridurale en 1981. Donc, tu vois, 4%, c'est pas énorme. Donc, finalement, c'est pas des générations très lointaines. Et quand même les femmes qui ont accouché sans péri en parlent de ces générations-là, elles parlent de ça avec de la douleur, une souffrance finalement. Elles ont quitté l'état de douleur et la souffrance reste. Donc c'est quelque chose qui nous marque encore parce que c'est pas si loin et que même si maintenant on parle beaucoup de violence gynéco-obstétricale, c'est quelque chose où les hommes, docteur Lamas par exemple, il a vraiment voulu mettre en place un accompagnement avec une place des pères importante pour accompagner ces femmes. Donc oui, c'est impressionnant et c'est impressionnant parce que quand on est sage-femme comme moi, finalement, c'est aussi comment on a abordé ses propres douleurs qu'on va accompagner la femme qu'on a en face de nous. Donc, ça va impressionner tout le monde, de la puéricultrice, de l'infirmière, du gynéco-obstétricien. Donc oui, c'est quelque chose, c'est culturel, mais très lointain aussi. Alors, troisième question. Est-il vrai que le corps a une mémoire, par exemple dans le cas d'un accouchement traumatique pour la première, avec une seconde grossesse en route? Est-ce que on a une tendance à répéter ce qui s'est passé sur un premier accouchement, par exemple? Alors oui, tout à fait. En fait, le corps a une mémoire et c'est pour ça que quand on revenait justement ensemble sur cette définition consensuelle de la douleur, de dire qu'il y a une part sensorielle. En fait, tu sais que c'est nos cinq sens en fait qui vont nous orienter aussi à choisir. Quand tu vois un canapé, tu vas le prendre parce qu'il a réveillé en toi une émotion et puis la couleur t'a interpellé. Donc à partir de ce moment-là, les sens vont vraiment jouer dans l'imprégnation de notre mémoire. Quand on va par exemple rencontrer une personne, si on a accouché, que je sais pas, la sage-femme s'appelait Marie et que ça s'est pas bien passé, mais en fait il suffira qu'on entende Marie dans la rue, qu'on va enclencher avec justement notre circuit neuronal émotionnel, tous ces mécanismes de et on va se souvenir, et c'est dans le corps que le souvenir va s'imprégner, puisqu'on va, même si on va pas réagir parce qu'on a travaillé ça avec notre cortex préfrontal, on a raisonné, le corps, lui, va tout de suite, tu vois, émettre une sensation physique. Et je trouve que cette définition de l'IAPS qui a été faite par les médecins, elle est très très juste parce que quand on commence justement à travailler, on parlait justement là des mémoires transgénérationnelles, on se rend compte que oui, il y a une mémoire, il y a des choses qui se répètent et qu'il y a des douleurs qui ne nous appartiennent pas. Et encore plus de le vivre pendant l'accouchement et après, quand nos enfants grandissent, de se rendre compte que finalement, il y a quelque chose qui leur appartient pas et ces petits bouts, ils sortent comme ça, on comprend pas trop ce qui se passe et tout ce travail d'empreinte émotionnelle, en fait, elle est super intéressante et je reviens encore dans ce yoga où on parle des samskaras, même dans tout, je pratique aussi l'acupuncture, on en parle beaucoup de ça, de comment est-ce que il n'y a pas juste à prendre un symptôme dans son état, il y a juste à prendre la personne dans sa globalité avec un travail de détachement des attachements aux croyances qui sont restées là. Donc oui, empreinte dans le corps, moi, j'ai par exemple, c'est un exemple que je vais essayer de donner avec une maman que j'ai eue il y a pas longtemps. Tu vois, elle avait préparé son accouchement pour une naissance complètement physiologique. Et ses contractions ont commencé chez elle.
Et pendant toute sa grossesse, elle avait un stress, elle voulait que son mari soit là. C'était il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là. Et elle n'arrêtait pas de me le dire. Donc ils sont venus en consultation individuelle tous les deux. Un papa très présent, très avenant. Et parce qu'à sa deuxième grossesse, il n'avait pas pu être là, ça avait été très rapide. Enfin, il y avait eu des soucis de route, donc elle a accouché finalement sans lui. Donc cette troisième grossesse, on prépare tout, et puis les contractions commencent. Les pompiers sont obligés de venir parce que la tête en fait était là à la maison. Enfin, elle était vachement dilatée. Donc ils viennent et ils peuvent pas prendre le mari, donc ils demandent de suivre à côté. Et dans le camion, il demande de l'examiner pour savoir où elle en est, parce que s'il fallait enclencher la naissance, il fallait qu'ils mettent des choses en place eux, parce que c'est pas vraiment leur. Donc il examine, il lui dit la tête est là, on va se dépêcher, on va essayer de faire notre maximum pour arriver, mais vous risquez peut-être d'accoucher dans le ici. Et finalement elle arrive, elle accouche à l'hôpital, tu vois, sans péridurale, nickel, tout ça. Elle revient à mes cours, tout va bien, elle reprise de forme. Et puis souvent, moi, je vois les mamans qui me demandent en individuel alors que ça va pas. Et elles me demandent de me voir en consultation individuelle. Elle me dit ça va pas du tout, je suis pas bien, je fais une espèce de dépression. Donc on détisse un peu son accouchement, qui était vraiment ce qu'elle avait souhaité. Et tu vois, là, on remonte justement dans les empreintes de douleur émotionnelle. Et en fait, c'est le toucher de ce pompier en fait qui a créé quelque chose en elle de complètement absurde, qui a pris toute la place dans son vécu, qui était pourtant magnifique. Et là, je lui ai dit, mais mince, il a juste fait un toucher, il était juste en train de faire son travail, ce monsieur. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu dans ton histoire ce qui s'est passé avec ça, et pourquoi elle voulait autant que son mari soit là. Et en fait, en détissant tout ça, on s'est rendu compte que dans sa vie de famille, l'homosexualité n'était pas du tout abordée. Elle avait vraiment une sœur qui était lesbienne et ses parents ne voulaient pas entendre parler de ça, et qu'elle a eu vraiment tout ce rapport à la sexualité qui était très compliqué. Et elle vivait justement les touchés vaginaux comme un espèce de viol en fait mais moi j'ai trouvé ça passionnant parce que tu vois elle avait tout on pouvait penser que tout était nickel, toutes les autres femmes du cours appréciaient, enfin elle trouvait waouh c'est génial ce que t'as fait tout ça, mais elle était restée bloquée par rapport à quelque chose qui s'était passé dans son histoire quoi tu vois. Donc il y a vraiment une empreinte. Mais c'est marrant parce que là, on a parlé dans la question, c'était l'empreinte dans le corps, et toi, tu parles de quelque chose de beaucoup plus fort. C'est l'empreinte générationnelle, c'est l'empreinte de l'histoire familiale, c'est comme tu dis, des douleurs qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on porte avec nous. Et je trouve que ça, c'est une des phases les plus difficiles dans la grossesse, de se rendre compte de tout cet héritage familial. Et j'imagine encore plus pour, par exemple, des mamans qui ont été adoptées, donc qui n'ont même pas le lien de famille. C'est difficile de faire la part des choses. En plus, comme tu dis, on est dans un moment émotionnel un peu particulier. Oui, exactement. Mais donc, c'est important de savoir que ça existe, que c'est pas une lubie de dire... cet héritage maternel, il est en nous quand même. Alors, 4e question. Je suis enceinte de mon 2e enfant. Pour le premier, j'ai eu une cruralgie pendant plusieurs mois qui s'est apaisée à la fin de la grossesse. Et pour cette 2e grossesse, maintenant, c'est la sciatique. À part kiné, ostéo, ceinture de grossesse, y a-t-il un remède ? Bon, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la cruralgie et la sciatique ? Alors effectivement, c'est des mots qu'on va retrouver durant la grossesse. Hein. C'est vraiment, alors c'est pas des vrais sciatiques et des vraies cruralgies parce qu'il n'y a pas, enfin sauf s'il y a une pathologie, c'est vraiment lié à toute la mécanique, la physiologie qui change dans la mécanique corporelle quand on est enceinte. Donc on peut souvent voir pendant la grossesse, au tout début, les femmes qui vont positionner le petit ventre devant pour compenser et donner de l'espace aussi parce que l'utérus est en train de prendre la place. Et en fin de grossesse, souvent vers le 2e trimestre, on va avoir justement une autre positionnement au niveau du bassin. Souvent, les mamans, elles sont plutôt en projection avant avec le ventre et du coup, le menton qui va se propulser. Enfin, il y a vraiment des positions comme ça qui vont aller favoriser ces sensations parce que les nerfs sont pincés. Donc, on va avoir le nerf qui vient à l'avant. Quand c'est le nerf qui vient à l'avant, c'est le nerf fémoral. Du coup, on va avoir vraiment cette sensation de cruralgie, des douleurs à la jambe avant. Et quand c'est la sciatique qui s'insère justement aussi à l'arrière avec une pince au niveau des muscles piriformes, par exemple, puisque la femme grossit, on va aussi avoir cette sensation de sciatique parce que ça va aller, les douleurs vont se prolonger le long de la cuisse à l'arrière. Donc ça, c'est la sciatique et cruralgie, c'est plutôt à l'avant. Donc effectivement, on va pouvoir, pour soulager la maman, utiliser toutes ces approches, la kiné, l'ostéopathie, les manipulations qui vont aider, les simples massages aussi. Et puis on va retrouver justement l'importance de la pratique du yoga parce que là, la femme va devenir autonome
autonome avec le but de quand on pratique justement l'exercice de yoga, les exercices de posture, la respiration, c'est de devenir de plus en plus autonome avec cette mobilité du corps pour pouvoir aller créer de l'espace aux nerfs et pas avoir ces douleurs qui s'installent comme ça. La deuxième chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est que ces douleurs-là, quand les mamans, moi je les ai par exemple en cours, je vois les mamans évoluer pendant la grossesse, elles arrivent avec toutes les postures de yoga qu'on va faire en travaillant la symétrie, en travaillant la respiration, en mobilisant le périnée, elles arrivent à sentir comment se positionne leur bébé. Donc souvent, je dis souvent aux mamans, si les douleurs ne partent pas, même lorsqu'elle se repose ou voilà, si ça s'intensifie avec la fatigue par exemple, que c'est des douleurs qui ont un autre message à donner et que aller commencer à comprendre comment le bébé se positionne, qu'est-ce qui se passe, ça va vraiment les aider à trouver les mots justes pour donner les indications pour se positionner durant la phase de pré-travail et la phase d'accouchement. Donc c'est une mécanique certes, c'est des douleurs mécaniques certes, mais elles ont aussi elles peuvent donner à la maman des informations très importantes pour accompagner les efforts expulsifs durant l'accouchement. Et après, en postpartum, ces douleurs-là, soit elles peuvent perdurer quelques jours parce qu'il faut que le corps se replace en fait, qu'on retrouve une densité musculaire et aussi osseuse et ligamentaire qui va progressivement se remettre. Ça peut prendre un peu de temps et certaines personnes peuvent, si elles sont sensibles, enregistrer cette information douloureuse qui est restée là pendant la grossesse et avoir du mal à s'en détacher. Effectivement, on peut avoir ça, mais l'acupuncture, ça aide aussi pas mal pour ce genre de choses. Et moi, je sais que il est plus facile pour moi de pratiquer l'acupuncture à une maman ou le moxa, c'est plein d'approches autour de la médecine traditionnelle chinoise, à une maman que j'ai vue en cours, parce que je vois comment elle se positionne, comment elle respire. Et une fois qu'on a vraiment associé les deux, la respiration, la mobilisation, je peux justement aller travailler sur un méridien qui va aller aider la maman à se décharger aussi à la fois émotionnellement de ça et aussi physiologiquement. Mais toutes ces approches aident, mais voilà, je pense que ce deuxième, comprendre qu'il y a autre chose derrière cette mécanique qui peut aider pour accoucher, je trouve ça souvent intéressant pour les mamans et ça leur fait du bien de le savoir aussi. Mais c'est aussi intéressant ce que tu dis et que ça te donne des indications. Moi, par exemple, je suis à fond sur la sciatique, là. Mais je sais que c'est parce que j'ai déjà une petite fille de presque 3 ans et que je la portais trop. Et qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de la porter et ma sciatique, j'en ai quasiment plus. Donc, c'est aussi mon corps qui me disait peut-être qu'il faut se calmer. Oui, c'est ça, en fait. Mais t'as raison sur le fait que ça donne une information. On prend pas en compte. On se dit, il y a douleur, faut que je règle la douleur, mais il y a quoi derrière cette douleur? C'est intéressant de s'y pencher. Exactement. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois, c'est bien de voir des spécialistes qui connaissent un petit peu leur... je veux dire, si on va voir une kiné qui, voilà, s'y connaît pas trop, c'est pas trop son expertise, c'est pas la périnatalité. L'explication donnée ne sera pas la même. Là, toi, tu connais ton corps, tu vois, tu as pu te dire, je porte trop, je pense que ce que tu dis là aussi, c'est un exemple quotidien de deuxième, troisième part, tu vois, des mamans qui ont déjà des enfants. Mais t'as raison, parce que moi, je vais voir une super ostéo qui est spécialisée juste dans les femmes enceintes et ça, je vois la différence. Juste dans l'approche. Non, mais c'est vrai, t'as raison d'aller voir des spécialistes. Parce que tous les kinés ne sont pas formés à ça, tous les ostéos non plus. Et que c'est vraiment important de choisir quelqu'un qui prend aussi en compte, comme tu dis, la dimension émotionnelle. Et comme on le dit depuis le début, son rapport, le corps et l'esprit. Les deux sont liés. Exactement. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec mes études et surtout mon parcours. J'ai un parcours de petite fille abandonnée, tu vois, qui s'est tissé comme ça autour de... Je voulais pas faire sage-femme. Et je trouve que tout ce travail pour être sage-femme m'a vraiment emmené à comprendre que quand je parlais de ce processus de nos douleurs qui se répètent, en fait, on a un schéma, en fait, qui va se répéter et en fonction de ça, on va soit aller vers quelque chose de fataliste, qui va nous faire peur, douter, et cette compréhension, elle peut pas se faire qu'en étant dans la physiologie mécanique. Il y a vraiment cette approche corps-esprit et le travail de celui qu'on a en face. Tu sais, tu m'avais posé la question d'une maman qui disait mais pourquoi enfanter, ça fait pourquoi il y a tant de choses autour de ça dans la douleur, mais on est encore dans la douleur de l'autre et ce qu'il a compris de son histoire et donc de la périnatalité en globalité, tu vois. C'est important, t'as raison. Alors, une question qui concerne l'accouchement lui-même.
Une maman qui demande, après 39-40 heures de travail et une évolution dans la mauvaise direction, mon col est passé de 6 à 4 cm et mes contractions étaient peu efficaces. J'ai accepté de l'ocytocine de synthèse alors que j'avais supporté les douleurs pendant 40 heures. Soudainement, avec l'ocytocine de synthèse, les contractions sont devenues vraiment insupportables et j'ai rapidement demandé une péridurale. L'ocytocine a-t-elle généralement un tel effet ? Est-il possible de continuer de gérer les douleurs sous ocytocine ? Alors, oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des mamans qu'on déclenche et ça se passe très bien, elles accouchent assez rapidement. Ce qui est dans cette question, en fait, qui est intéressant, c'est de voir qu'on a déjà une maman fatiguée. Tu vois, elle a 40 heures de travail. Enfin, c'est beaucoup. Ça veut dire que on a souvent comparé l'accouchement à un marathon, mais il y a une préparation pour le marathon. Et en fait, quand on est déjà à 40 heures de marathon, c'est déjà beaucoup. Donc le corps est déjà fatigué. Ce qui veut dire que quand notre corps est déjà fatigué, le taux de cortisol a augmenté, du coup nos récepteurs ne sont plus les mêmes. On est déjà dans un état qui favorise un stress émotionnel, physique aussi, parce que tout ce processus inflammatoire pour nous permettre de tenir est tellement en surtension. Et il faut savoir que ocytocine, ça vient du mot grec okitokine, qui veut dire qu'en fait c'est accouchement rapide. Donc qui dit rapide dit intense. Et je ne sais pas si tu te souviens quand je vous avais donné au début de je disais justement que c'est important quand on a une douleur de prendre conscience que la douleur, il y a une qualité de la douleur, il y a sa durée, il y a son intensité et il y a sa localisation. Donc une maman qui est déjà fatiguée comme ça, à qui on rajoute de l'ocytocine de synthèse, qui lui il est fort, il va aller justement booster les récepteurs qui sont déjà épuisés. Donc la réceptivité et nos récepteurs, eux, en fait, en intensité, ils vont juste répondre puissance 10. Et donc la gestion d'une femme on déclenche, voilà, elle arrive, on dit voilà, votre col est à 2 doigts, on lui met l'ocytocine, elle vient d'arriver par exemple de chez elle, elle aura pas la même réceptivité que cette maman, donc ça explique ça. Donc je veux dire, c'est normal. Je dis ça pour cette maman, il y a une logique. Pas qu'elle se dise voilà, c'est logique. Il n'y a pas donc ça, après, je pense qu'elle nous disait, donc on peut gérer, effectivement. Maintenant, les protocoles ont changé. Avant, on mettait l'ocytocine, tu sais, aux mamans, et elle restait avec pendant le travail devenait régulier, les contractions régulières, on laissait cette ocytocine en place. Maintenant, on sait que une fois qu'on a un peu titillé ses récepteurs, on peut arrêter l'ocytocine, et si la maman a pris son moteur de contraction, on lui laisse et elle continue son travail d'elle-même en fait. Donc souvent certaines mamans prennent ça en défaite, mais des fois c'est nécessaire quand on a besoin d'aide. C'est aussi tout le travail de la grossesse, du postpartum, c'est cette notion de ok, on me donne un tout petit peu d'aide, je l'accueille et je me mets dans une posture qui fait que l'intensité, je sais qu'elle va être là, mais je l'accueille parce que ça va m'aider. Une fois que le bloc moteur est installé, c'est tout, on peut enlever cette ocytocine dans les nouveaux protocoles, dans les maternités qui sont vraiment, de plus en plus, on fait des efforts pour ça. On l'arrête, la maman, son travail continue et donc la gestion des contractions, elle est possible. Donc elle peut continuer son accouchement physiologique, c'est-à-dire sans demander la péridurale. Mais Exactement. Pour ça, il faut que, comme tu dis, les nouveaux protocoles soient appliqués. Mais c'est possible, voilà. C'est bien de le savoir. Oui, c'est possible, carrément. Si une maman, en plus, une maman peut le dire, elle peut dire, voilà, mes contractions sont bien, est-ce qu'on peut faire un essai ? On n'est plus dans cette systématisation. Donc, une fois que le moteur est là, que c'est parti, on peut arrêter. Et puis, cette maman peut justement, si elle a pris le temps de sentir dans son corps, on parle de cette fosse sciatique, par exemple, de cette cruralgie, les zones qu'elle a besoin d'étirer pour faire de la place, trouver son asymétrie, respirer, tout ça. Et toujours un travail de symbiose. Si on tombe sur la sage-femme qu'on a vu qui nous a fait l'acupuncture, elle va savoir comment nous poser des aiguilles. Enfin, c'est tout un travail, mais ça vient de la femme. Si une femme dit j'ai mal et qu'elle n'a pas, elle s'arrête juste à j'ai mal, en fait, elle a quelqu'un en face d'elle qui a vécu ses douleurs, peut-être même une sage-femme qui a déjà accouché, qui a eu ses propres douleurs, qui va l'installer comme elle a appris. Alors que l'indication de la sensation de douleur, on quitte l'état pour parler du ressenti. J'ai mal, ça me tire là, j'ai l'impression que j'ai besoin d'ouvrir ici, ça me coince ici, j'ai l'impression que... Et en fait, ça, du coup, le professionnel va nous installer de manière un peu plus adéquate et on va quitter un petit peu cette infantilisation qu'on peut retrouver lorsqu'on accouche et qu'on a un projet physio, on a l'impression qu'on nous écoute pas et qu'on subit un petit peu sa naissance. Alors, question qui est, je trouve, hyper intéressante, la prochaine.
Bonjour, qu'en est-il de la douleur ressentie par le bébé à la naissance? Que sait-on à propos de ce sujet aujourd'hui? Et je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on a fait énormément de progrès sur la prise en compte du ressenti du bébé et du nourrisson depuis les années 70 à peu près. Alors, c'est un professeur Hanoun, Anand, ils étaient deux. Ils ont vraiment mis en place, c'est dans les années 1985-87, que en fait le bébé avait des 24 à 30 semaines des nocicepteurs actifs pour la douleur. Donc c'était hyper intéressant parce qu'on pensait qu'un bébé qui naissait, en fait, on pouvait le piquer, on pouvait faire ce qu'on voulait, il ne sentait pas, il avait pas mal. Et en fait, ces deux médecins, en fait, dans les années 1987, quand ils ont sorti ça, c'est toute la conscience, en fait, de la prise en charge et de l'accueil du nouveau-né qui a commencé à changer. Et ça s'est vraiment aussi coïncidé avec le docteur Lamas qui a commencé à proposer aussi que le père soit plus présent. Donc il y a vraiment une mobilisation autour de ça. Mais tu vois, c'est pas si loin finalement. On est des générations de 85, c'est pas si loin, tu vois, cette vraie considération de dire que déjà in utero, donc tous les enfants qui naissent prématurés par exemple, avant, bah voilà, on se disait pas on va les installer dans le confort. Il y a eu des gros progrès dessus. Donc la douleur du nouveau-né, du bébé, déjà in utero, est présente. Et maintenant, à la naissance, ce qui a été aussi prouvé, c'est que souvent le bébé, pendant toute la phase de travail, il somnole. Donc c'est comme si tous les hormones qui étaient mis en place pour permettre l'accouchement emmenaient le bébé dans une espèce il somnole, ça le protège en fait. C'est une sorte d'analgésie qui est mise en place pour qu'il tienne parce que c'est quand même Il est assez en méditation en impressionnant. fait. Exactement. C'est ça. Il est déjà un petit bébé il y a la physiologie, elle est trop bien faite. C'est ça. C'est un état déjà méditatif. Et tu vois, si la maman, elle, on coupe les lumières et que elle-même, parce que souvent les mamans me disent, mais je veux pour mon projet de naissance, je veux ça, ça, ça. On coupe la lumière, on fait ça, on fait ça. Mais si on est une maman qui déjà ne s'est pas entraînée à ça, tu vois, ne s'est pas entraînée à être dans le calme, dans une espèce de pénombre, à parler doucement, à couper son téléphone. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va nous arriver comme ça, clac, quand on va accoucher en fait. Donc il y a cet entraînement à avoir pour accompagner justement avec tous les neuromédiateurs et les hormones de l'accouchement, l'ocytocine, notre bébé, pour que lui aussi, il plonge en fait dans cette phase de somnolence comme ça qui va le protéger des douleurs de la naissance. Donc il y a vraiment ça. Après, il y a une étude qui a été faite ici à Lille il y a pas longtemps, en 2018, tu vois, qui a montré par exemple que des bébés dont on avait assisté la naissance, par exemple avec les forceps, et ceux qui étaient nés par voie basse sans assistance, 4 heures après, ces bébés qui étaient nés par assistance étaient douloureux. En fait, on utilise une échelle qu'on appelle EDIN, c'est l'échelle de la douleur et de l'inconfort du nouveau-né. Et on a remarqué qu'en fait, finalement, au bout de 4 heures, un enfant qui est par exemple sorti qu'on a aidé à l'expulsion était plus algique. Et donc ça dit déjà aussi pourquoi on est beaucoup à parler du peau à peau, parce que c'est tout ce contact-là qui va permettre à un bébé qui se sent algique de sa naissance de se recentrer sur lui et de lui donner confiance pour arriver dans ce monde, quoi, avec moins de sensations douloureuses. Mais voilà, après, il y a aussi à savoir quand on met l'ocytocine, c'est pour ça que je disais qu'il y a un entraînement à avoir avec sa respiration, cette mise en place d'accueil de l'ocytocine. Le massage, si on est quelqu'un qu'on n'a jamais massé, qui n'a jamais fait d'étirement, c'est pareil, on va pas pouvoir laisser les récepteurs être disponibles. Donc quand on a par exemple l'ocytocine, ça permet justement de répondre aussi à cette maman-là. Quand on reçoit de l'ocytocine, le bébé va avoir des contractions aussi plus fortes. Tu vois, il va sentir plus fortes ces contractions de manière plus forte. Et si ça va donc lui très aussi vite, il est impacté alors. voilà, il va être impacté. Donc c'est pour ça que la symbiose mère-enfant est c'est hyper important. Voilà, de dire ok, moi je sens que c'est fort ces contractions, je vais mettre en place, voilà, en ayant travaillé ma respiration, les mouvements, tout ça, les massages, rentrer dans quelque chose qui va permettre au bébé de me dire ok, c'est pas les contractions que tu aurais pu avoir parce qu'elles sont pas de moi, c'est l'ocytocine de synthèse, mais je vais tout faire pour qu'on puisse tous les deux aller vers quelque chose qui va te permettre de retrouver ton état méditatif de somnolence jusqu'à ce qu'à l'expulsion, après, il se réveille pour pouvoir être présent.
Ça me met la chair de poule ce que tu disais sur les nourrissons et sur sur s'ils sont douloureux ou pas après la naissance. Que moi personnellement, ma fille, elle a été sortie avec des instruments et je vois les photos d'elle dans les minutes qui suivent l'accouchement. Elle est en détresse et ça me fait mal au cœur de me dire qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça. Et je sais pas si tu l'as pas dit, mais le livre de Frédéric Leboyer. Oui, tout à fait. Pour une naissance sans violence. Sans violence. Je l'avais lu après mon accouchement et je trouve qu'il est formidable pour se mettre à la place du bébé. Oui. C'est ça aussi qui est important. C'est très important en plus ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on prépare beaucoup. Moi, j'en parle dans mes cours parce que je suis à fond dans la douleur. C'est quelque chose qui me passionne, la douleur de la femme, enceinte ou pas. Et en fait, d'en parler aux mamans, je trouve que quand une maman, on lui a dit qu'un bébé algique se comporte comme ça, se tortille, se fait ça, elle va prendre plus soin de son bébé, tu sais, sans se dire, bon, il a eu son forceps, je le pose. Elle le posera plus, en fait. Elle va savoir que cette attention apportée quand quelqu'un a mal n'est pas la même. Et tout ce travail sur nos propres douleurs, comment est-ce que je suis quand j'ai mal, qu'est-ce qui se passe, ma sciatique, comment je suis, qu'est-ce que je fais. En fait, je trouve que ça permet à la femme de s'interroger sur la douleur. Après, notre bébé, quand il est là, il est algique des fois, parce que tu vois, il a un reflux, et si, avec les petites sciatiques qu'on a eues, tout ce qu'on a eu pendant notre grossesse, on s'est pas intéressé, on a voulu les supprimer, en fait, comprendre ce que la douleur nous dit comme message devient aussi compliqué pour notre enfant, tu vois, je sais pas si je m'exprime bien, si tu comprends ce que je veux dire. Si nous, les parents, on modélise bien et on gère ça, lui, il va aussi avoir plus de facilité. Exactement. À s'écouter lui aussi. Mais est-ce que là, je digresse un tout petit peu, mais est-ce que tu penses pas aussi dans notre société, la prise en compte de la douleur, ça devrait être une éducation? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est tout à fait ce que ça devrait être une éducation. C'est exactement, tu as trouvé le mot que j'essaie de, c'est pour ça que je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est exactement ça. On devrait, tu vois, dire à la maman. Après, moi, c'est vrai que j'en parle tellement parce que je suis dedans et que ça fait tilt aux mamans et que entre elles-mêmes, pendant les cours, elles arrivent à rebondir et c'est magnifique. Parce que si on n'a pas dit à une maman comment un nouveau-né douloureux se comporte, comment elle le saura, tu vois. Et si elle-même, elle n'a pas fait l'introspection par rapport à sa douleur ou celle de son conjoint, comment tu vois, elle va c'est pas évident. Il y a une vraie éducation à la douleur, on l'aperçoit pas, on l'accueille pas. Parce qu'on nous apprend pas à être autour de ça, tu vois, à être là avec elle. Et ça commence dès la naissance et in utero, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le bébé ressent de la douleur, que en fonction de son vécu de l'accouchement, il aura ressenti plus ou moins, et que le pot à pot, c'est encore une fois la magie. Ah oui, c'est la magie, c'est simple, c'est efficace, c'est rapide et ça les recentre. Et il y a aussi la dernière chose qui était intéressante, c'était une psychanalyse Myriam Geyser qui en parlait. Quand une maman a eu un accouchement traumatique, souvent on peut demander à la psychologue de venir, par exemple, si on est dans un service, ou alors même une sage-femme qui est là pour pouvoir mettre des mots sur son accouchement, si ça a été traumatique tout de suite. Parce qu'une fois que cette femme, elle a fait ça, et c'est aussi un travail qui se fait pendant la grossesse. Si on est par exemple le deuxième, troisième enfant, on peut mettre des mots sur ses accouchements. Ce qui permet de se faire à cette maman, quand son bébé est sorti, de quitter rapidement le trauma pour ne plus être dans ce traumatisme et de pouvoir parler à son bébé. Parce qu'on sait que les mots vont pouvoir rapidement, elle en parlait justement, cette psychanalyse, recentrer ce bébé, lui dire voilà, c'était pas comme c'était prévu, j'ai eu ça, j'ai eu peur. Et la maman transmet ses émotions par sa voix. Et par le toucher qu'elle aura avec son bébé, elle pose les mots. Et pendant toute notre grossesse, quand on vit des émotions, on est dans les émotions positives ou pas, en fait, notre bébé les vit aussi. Donc, prendre le temps de lui parler après quelque chose qui était traumatique pour nous, ça pose des mots, mais on n'a pas souvent ce temps en tant que maman de le faire. Donc, je le dis juste parce que s'il y a des mamans qui nous écoutent, même si l'accouchement était traumatique, trouvez la première personne qui est à côté de vous pour vous aider à poser des mots dessus. Juste dire, ah, donc j'ai eu ça, et après on m'a fait ça, et j'ai eu ça, et j'ai eu ça, et maintenant je ressens ça, et maintenant j'ai envie de ça. Tu vois, c'est un constat, j'ai eu ça, je ressens ça, maintenant j'ai envie de ça. Et comme ça, cette maman, avec quelques mots, elle peut aller parler à son bébé et retisser comme ça un lien autour de cette douleur, en fait, physique et émotionnelle. Hyper intéressant, je prends note. Alors, on va maintenant passer à un thème pour la 7e question sur les douleurs du postpartum, dont on parle pas assez, évidemment. J'ai plutôt bien supporté le traumatisme de la douleur de l'accouchement car je m'attendais à tout, même si la surprise des contractions très fortes d'un coup, ça a été un peu violent.
En revanche, je trouve personnellement avoir été mal préparée ou m'être mal préparée moi-même aux douleurs postpartum. Point de suture, hémorroïdes, perte de sang très longue, fatigue, l'utérus qui se resserre. Pourquoi est-ce que on ne parle pas de tout ce qui se passe une fois l'accouchement terminé? Ça, c'est encore, enfin, ça poursuit, tu enfanteras dans la douleur. Alors, c'est vrai que la femme, on va pas parler de la douleur des règles, après on va parler de la douleur de l'accouchement, on dit que c'est quelque chose de catastrophique, mais c'est toujours tout ce lien-là, de dire que bon, il y a quelque chose qui va se passer, qui va être assez violent, on te dit juste que tu vas enfanter dans la douleur, mais le après, il est aussi douloureux. Il est douloureux parce que, effectivement, le corps, pendant, si on a eu un travail long, il a été, enfin, tétanisé de part et d'autre. Tout a été mis en tension. On n'est plus que dans l'utérus quand on accouche. C'est pour ça qu'on parle de ça en disant que c'est vraiment une phase de marathon. Et il y a Marie-Josée Rivard aussi qui en parle dans son livre qu'elle a écrit avec la douleur de la souffrance au mieux-être. Et c'est vraiment de se dire qu'en fait, quand j'ai fini de travailler avec mon corps comme ça, de manière très intense, tout le corps impliqué, il va falloir avoir une phase de récupération. Seulement, la femme, en fait, elle n'a pas cette phase de récupération. Et c'est pour ça qu'on compare souvent l'accouchement à un marathon, mais sans pousser jusqu'au bout en disant, mais au marathon, oui, tu peux, celui qui a couru, il peut se poser pendant 2 jours, ne rien faire, vraiment être dans une récupération, enfin, physique. Douce quoi. Mais nous non, il faut s'occuper de cet enfant. Donc forcément, ça va tirailler de partout. En plus, si on allait, on va avoir entraîné un autre processus inflammatoire avec la prolactine. On va avoir le processus inflammatoire de l'utérus qui se remet en place parce qu'il faut tout de suite que l'utérus se remette en place parce que sinon voilà, il y a des risques infectieux. On va avoir voilà, si on a eu cette déchirure, bah on a des points de suture, on peut pas s'asseoir. Enfin tout est en fait le postpartum est une phase en soi où effectivement l'éducation à la douleur devient en fait encore importante, de dire ok, tu vas avoir mal parce que c'est pas, même quand ça se passe physiologiquement, on est bien cassé de partout, on a des courbatures, on est fatigué de partout et on en parle peu parce que des fois les personnes sont aussi démunies de ça. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui sont à même à soulager ça parce qu'on ne sait pas quoi donner à la maman, tu vois, on est encore tous, on est aussi bloqué avec les antalgiques, enfin en plus qu'un moment à l'aide, donc ça devient un peu une espèce de tabou comme ça. On se dit bon, elle va gérer et puis ça va s'atténuer au bout d'un mois. Mais prendre conscience que oui, c'est une période assez complexe et où une fois de plus, on a besoin de ce calme, de ce silence. Et ce qui est aussi très important, c'est que la récupération quand on accouche, notre bébé en fait, dans les 12 heures à peu près, il a une montée d'adrénaline, donc il est un peu slash, tu vois, il récupère. Souvent les mamans commencent les visites. Et moi, je dis toujours, bah, essayez de repousser la visite, d'être aussi dans cet état de somnolence post-accouchement pour commencer à aider le corps à récupérer. Et donc, et cette récupération va passer effectivement par l'alimentation. Il y a toutes les autres techniques qui vont aider la maman à gérer ça, mais l'alimentation, c'est la première chose parce que si on est d'autant plus une femme très stressée et qu'on n'arrive pas à bien lancer ses neuromédiateurs au niveau du transit, du tube digestif, bah, ça va être dit compliqué de pouvoir mettre en place une bonne sérotonine qui permet de calmer les douleurs, tu vois. Donc, tout est hyper complexe parce que les gens ne savent pas par où commencer à soulager ces femmes. Donc bon, maintenant il y a des soins, il y a le rebozo, il y a les massages, il y a l'acupuncture qui peut aider, mais faut-il encore avoir la force de sortir de chez soi pour aller faire ces soins-là. Donc on revient encore dans tous les livres qui sont maintenant écrits où on sait que la famille vient à la maison aider, enfin tu vois. Mais le repos, le repos, le repos. En fait, c'est peut-être ça aussi le mauvais message, c'est que on nous parle de ce marathon de l'accouchement comme si c'était la finalité, sans nous dire que derrière, ça continue pendant 40 jours et que c'est un moment sacré et qu'il n'y a pas ce discours autour de cette période, en fait, au final. Puisque, comme tu dis, les douleurs, elles sont là, mais elles peuvent être gérées différemment. Et j'ai une question qui me vient, mais est-ce que aussi c'est pas lié au fait que d'un coup, le bébé est plus là et qu'on se dit, mais pourquoi je ressens des douleurs? Ça sert plus à rien. Oui, exactement. En fait, tu as fini un acte. En fait, c'est ça, le marathon. C'est pour ça quand tu le dis, je le disais, on ne peut pas s'arrêter au marathon. Parce que le marathon, il a fini son acte, il va se reposer. Mais nous, c'est autre chose qui commence. Donc, quand moi je travaille avec les mamans, on est justement en train de travailler le postpartum physiquement. Parce qu'on a beau comparer aussi ça à un marathon, comme tu dis, il y a la phase d'après-marathon dont on ne parle pas, mais il y a la phase pendant le marathon. Si tes muscles n'ont pas été prêts, tu peux pas fournir à ton corps tout le glycogène dont il a besoin pour pouvoir, tu vois, mener à bien la naissance et surtout relancer les récepteurs du glycogène qui se stocke au niveau musculaire après, tu vois, dans le postpartum. Mais c'est vraiment du coup la physiologie de la naissance, mais à chaque prototype de femme, à chaque femme de savoir un peu quelle est sa physiologie, comment est-ce qu'elle récupère.
Tu vois, je veux dire, toi, si tu n'es pas une grosse dormeuse, tu ne seras pas en manque de sommeil, parce qu'on n'en parle pas aussi. La fatigue va, comme elle dit cette maman, oui, si on est une grosse dormeuse et que nous, voilà, il faut avoir sa nuit de sommeil nickel chrome, tu vas pas récupérer comme une femme qui dort 5 heures, tu vois. Enfin, donc, en fin de grossesse, c'est vraiment le conseil phare pour moi que je donne aux mamans, c'est que, ok, vous avez lu plein de livres, écouté plein de choses, tout ça. Le dernier mois, vous foutez la paix, vous déposez tout ça de côté, vous ne lisez plus rien et vous rentrez dans une observation intense avec vous-même et votre entourage. Quand est-ce que mon mari est plutôt disponible? Enfin, si on est avec un partenaire, c'est quand est-ce qu'il est la personne avec qui on va avoir cet enfant est disponible, il est plutôt ronchant le matin, le soir, quand est-ce qu'il a vraiment besoin de sa petite demi-heure dans la journée, donc j'y prends soin, et moi je suis comment, est-ce que je suis plutôt du soir, du matin, ok, bah si c'est ça, bah je prépare tout ce qu'il me faut pour mon petit déjeuner par exemple, voilà, au petit matin, on sait aussi que notre physiologie change, en fait on n'a plus les mêmes repères, les gens ils ont souvent envie de manger à midi, mais non, une femme qui a accouché, sa cortisol va se décaler, donc souvent à 5 heures, on est déjà au taquet, donc c'est là qu'il faut prendre son petit déjeuner. Mais tout ça, ça se travaille en fait en amont, ce dernier mois, de voir un petit peu, c'est à quelle heure que je me réveille, mais c'est quand que j'ai vraiment faim. Et quand on commence à travailler ça, on se rend compte que bah oui, mais en fait à 5 heures du matin, j'ai faim. Bah alors tu manges à 5 heures du matin. Tu ne manges pas ton petit déjeuner à 8 heures ou 9 heures, tu vois. Enfin, et une fois que tu as commencé à mettre ça, avec les mamans, on travaille aussi beaucoup dans mes cours, tu sais, à 1 heure du matin, ton bébé va te réveiller, souvent elle tourne dans le lit, elle regarde le conjoint qui dort, elles vont sur internet, ou je sais pas quoi. Je leur dis toujours, habituez votre corps à travailler mécaniquement. Ça veut dire, il est 1 heure du matin, je sens que j'ai plus sommeil, je suis bizarrement réveillée, ben je me lève, je fais quelque chose de mécanique qui va me faire quitter de mon cerveau préfrontal. Je plie du linge, enfin, je prépare la table de petit-déj et je retourne me coucher. Et du coup, le corps, en fait, commence à rentrer dans quelque chose où on quitte ce cerveau, ce néocortex, on est tout le temps en train de réfléchir et on s'adapte à sa physiologie. Donc, quand bébé va se réveiller la nuit, parce que c'est souvent les mêmes cycles, hein, si on est réveillé à 1 heure, à 3 heures, à 5 heures, pendant cette fin de grossesse, et ben bébé, c'est lui qui est déjà en train de nous éduquer. Donc, il va refaire la même chose. Donc, sinon, on s'habitue au dernier mois à le faire, ça va devenir quelque chose de physiologique pour nous. On va se lever à 1 heure, bah, on sera même déjà réveillé avec les seins, parce que souvent les seins, si on allait, paf, ils sont déjà, on se lève, on porte le bébé, et lui, il n'a pas le temps de pleurer, et donc personne n'est dans un état de stress émotionnel, tu vois, et de fatigue, quoi. Tu allaites et tu retournes te coucher. Et on rentre dans ce cycle. Et quand on a observé son mari, et conséquent, en fait, le matin, il est super ronchon, c'est même pas la peine de lui demander de changer la petite, parce qu'on l'a observé au dernier mois et qu'on le sait, le cerveau l'a ancré, on lui demande pas ça à 1 heure du matin, passe pas l'aspirateur le dimanche à 17 heures parce qu'il supporte pas, et on décale tous les horaires, tu vois. Et ce prototype, se connaître sa propre physiologie, du coup, ça change tout le postpartum, parce que la récupération, je vois des mamans, elle n'a rien à voir. Quand j'ai une maman que j'ai pas suivie, qui vient me voir en postpartum parce que ça ne va pas, enfin, ça n'a rien à voir, en fait, tu vois. Comment on va encaisser la fatigue du postpartum qui va favoriser la sensation douloureuse de tout le corps et la sensation douloureuse émotionnelle aussi. Alors, question suivante, 8e question. Après mon accouchement sous péridurale, qui a eu lieu il y a 2 ans, j'ai eu des douleurs dans le creux de l'aine droit, s'apparentant à une courbature. Ça s'est atténué et espacé avec le temps, mais aujourd'hui, donc 2 ans après, et depuis mon retour de couche à 9 mois, cette douleur revient pendant mes règles. Et j'ai aussi eu une dyspareunie, je dis bien dyspareunie. Oui, c'est ça, dyspareunie. Un an après la naissance de bébé, donc explique-nous tout. Alors, donc la dyspareunie, c'est des douleurs lors des rapports. Ça peut être juste superficiel ou profond à la pénétration. Donc ensuite, là en fait, cette maman nous parle de ce qu'on va souvent qualifier de douleur neuropathique. Ça veut dire qu'en fait, l'influx nerveux a changé et s'installe et reste là. Et le cerveau crée une plasticité autour de tout ça et de cette sensibilité. Donc on va avoir une douleur aiguë, une douleur chronique. Donc là, elle a basculé en douleur chronique, qui peut du coup être une douleur neuropathique parce que effectivement, l'influx nerveux a été perturbé. Donc cette zone chez la femme, le creux du pli de l'aine, cette zone du bas du ventre, en fait, pendant la grossesse, elle est hyper sollicitée. Tu vois, enfin le ventre pousse, c'est très tassé, les organes qui sont là, les ligaments utérosacrés, tout ça en fait est très il n'y a pas de mouvement là-dessus. C'est très peu, surtout d'autant plus si on ne fait pas d'activité d'étirement durant sa grossesse. Et c'est aussi une zone souvent chez les femmes, si on est déjà quelqu'un de très stressé, souvent on a une respiration haute que la grossesse va encore favoriser. Donc il y a tout un travail d'éducation respiratoire à avoir pour avoir une respiration avec tout l'ensemble vraiment du ventre jusqu'au bas du ventre.
Et ça peut justement aller favoriser des douleurs neuropathiques qu'on peut retrouver comme ça, chroniques, 2 ans ou 1 an après quelque chose qu'on a eu. Et donc ça va être favorisé, donc l'envoi aussi, et comme elle dit bien, avec les règles, parce que c'est encore une zone, tu vois, quand on a nos règles, en fait, cette zone, en fait, elle est un petit peu, on a souvent le petit ventre toute cette zone, en fait, elle s'imprègne d'hormones, et qui dit imprégnation hormonale dit souvent aussi inflammation, puisque les règles, c'est un processus inflammatoire. Donc, ça va expliquer que cette femme, en fait, elle va enclencher plusieurs types de douleurs dans une même zone qui avait déjà été très sensibilisée avec sa grossesse et son accouchement. Et donc, une zone très en lien, du coup, avec le périnée. Je parle aussi de diaphragme, de la respiration diaphragmatique avec l'ensemble du ventre, et qui va favoriser donc des dyspareunies. Donc, on va se retrouver à ne plus supporter les simples petites variations, parce que quand on fait une pénétration vaginale, il y a une variation justement en fait de pression, et on va les sentir vraiment fortement, tu vois. Donc ça va aller en favoriser et entraîner tout ça. Donc on revient encore sur comment arriver à détisser, comment arriver à mettre de la respiration dans une zone, comment arriver aussi à se réapproprier la sensation du plaisir, en travaillant justement sur celle qu'on avait en amont. Et comme j'avais expliqué au tout début, la douleur, en fait, elle passe par les 5 sens, elle est sensorielle, c'est quelque chose de sensoriel, et on va aller retravailler autour de ça pour pouvoir aider justement la personne qui a des dyspareunies en lien justement avec l'accouchement, à la fois détisser les sensations de la naissance et se réapproprier son corps avec des sensations d'orgasme ou de plaisir qu'on peut avoir quand on a un acte même de masturbation, ou avec la personne avec qui on partage sa vie sexuelle. Mais c'est très intéressant comme question, parce qu'il y en a pas mal, même si on n'en parle pas beaucoup. Et est-ce que ça a un lien avec le fait qu'elle était sous péridurale ou pas du tout? Pas forcément. Ouais, pas forcément. En fait, c'est vrai qu'on met tout sur le dos de la péridurale, parce que on sent plus bien, on sent plus rien. Mais tu vois, une femme aussi qui aurait senti des choses à sa naissance, si bébé était vraiment plus d'un côté ou d'un autre avec son dos, tout ça peut jouer. Tu vois, la péridurale, c'est quand même quelque chose qui était là pour nous aider. Ça va pas forcément latéraliser. Non, c'est pas du tout dû que à la péridurale, ça, en fait. C'est aussi quelque chose qui était déjà là peut-être pendant la grossesse, comment son accouchement a été vécu, et comment un peu tous les ligaments qui soutiennent justement l'utérus ont été, tu vois, sollicités pendant toute la grossesse. C'est des fascias, donc il y a les nourrir. On parlait de l'alimentation, tout ça joue aussi dessus. Et là, il y a vraiment un autre processus de douleur qui s'est imprégné, en fait. Alors, 9e question. Bonjour, je me demande souvent pourquoi on ne parle jamais de la dépression de la grossesse. Sur ma première grossesse, je suis restée enfermée 9 mois dans le noir. J'avais envie de taper mon ventre tous les jours. Je n'arrivais pas à appeler à l'aide et les gens ne comprenaient pas. On ne voit que des femmes éclatantes d'énergie qui illuminent de leur grossesse, je pense sur les réseaux sociaux notamment. Et il y a aussi toutes celles qui sont enfermées à espérer que ça s'arrête au plus vite. Que faire pour les aider? Que faire pour s'aider soi-même? Alors, c'est une question très intéressante, je trouve, et puis c'est bien que cette maman l'ait posée, parce que il y a des femmes dans cette situation-là. Rien que pour donner quelques chiffres, enfin, la dépression prénatale, le pourcentage varie mondialement entre 15 et 65%, tu vois. Et la dépression postnatale, elle est entre 13 et 19%. Sachant que finalement, on peut bien voir que le pourcentage de femmes qui sont en dépression prénatale et postnatale, c'est quasiment la même chose au final, mais que le postnatal, comme maintenant on en parle beaucoup, bon, l'anténatal, on est resté dans quelque chose d'idyllique. De toute façon, tout est un peu poussé pour tout ce qu'il y a comme achat autour de la périnatalité. Enfin, c'est juste, en prénatal, c'est assez impressionnant. Donc oui, elle existe, et c'est un processus assez complexe, parce que ça va ramener la femme à quelque chose, à un état qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas souvent le sien. On quitte souvent du quitte double, hein, quand tu vois, on peut être une femme très active, et puis là on est enceinte, et bam, on a quelque chose comme ça, on est cloué, on se reconnaît plus, on se sent lente, ramollie, on a moins de peps, et puis on n'est plus dans, la grossesse nous ramène souvent dans un état de non-faire, et puis c'est très compliqué. Et puis il y a tout ce travail autour de l'imaginaire qui se joue, tu vois, énormément pendant la grossesse. Et il y a quelque chose aussi qui est très intéressant avec les hormones. Je ne sais pas si tu as dû le remarquer, quand une femme est enceinte, les gens nous racontent toujours toute leur tout ce qui est, on se dit, mais pourquoi ils nous racontent des choses aussi méchantes, entre guillemets, tu vois.
on attire un peu ça avec l'ocytocine, ces histoires comme ça, et ça va jouer aussi sur notre mental. Donc il y a déjà tout cet accès quand elle en parle, tu vois, vraiment, je voulais taper mon ventre, mais c'est quelque chose pour dire, mais pourquoi ça m'arrive? Je suis en colère. Il y a toute la colère aussi qu'on a pu avoir qui va remonter et venir jouer. Et encore une fois de plus, dans toutes ces dépressions, c'est l'interprétation qu'on en fait de ce moment-là qui va encore, parce que c'est une douleur émotionnelle, la dépression, c'est encore toute l'interprétation qu'on va en faire qui va venir jouer. Je donne juste un exemple assez simple. Enfin, je vais le prendre là par rapport à mon histoire parce que ça va vraiment montrer le lien qu'il y a entre le transgénérationnel, la douleur émotionnelle et la MAP. Moi, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré et en fait, la menace d'accouchement prématuré entraîne souvent beaucoup de femmes en dépression. Et donc, ce qui se passe quand on est dans cet état-là, on est enfermé, on peut plus bouger. Moi, j'étais très hyperactive aussi et je me suis retrouvée alitée. Je pouvais plus la poche des os dans le col. Et j'ai une belle-mère qui m'appelle et qui commence à me raconter son accouchement, mais qui était quand même assez glauque parce qu'elle a voulu avorter. L'avortement n'a pas marché la première fois. Ensuite, deuxième fois non plus. Ensuite, elle a fait un hématome rétroplacenta. On lui a dit qu'elle avait perdu son bébé, que c'était pas la peine, mais il a quand même tenu. Et ensuite, elle s'est retrouvée alitée plusieurs mois. Donc, elle m'appelle, elle me raconte ça. Et moi, sur le coup, j'écoutais, mais bon, j'avais déjà une approche. J'avais très vite fait mes diplômes, tout ça, parce que j'avais bien vu que la naissance était remplie aussi de douleurs émotionnelles. Elle me raconte ça, je l'écoute pendant 1 heure. Et là, je sens mon cerveau en moment qui se met, je pleure parce que je me dis, mais c'est horrible, enfin, ça va pas m'arriver. Moi, je veux garder mon bébé, tu vois. Et elle me raconte tout ça et je me rends compte, en fait, que à la fin, elle me dit, voilà, j'ai tenu son fils est là parce que c'est le papa de mon enfant. Elle dit, voilà, il est né, tout ça. Elle dit, c'était un parcours, tu comprends, c'est compliqué. Et je me rends compte que quand elle me raconte ça, c'est en fait, elle était aussi en train de vider une décharge émotionnelle que mon histoire était en train de créer chez elle. Et moi, j'aurais pu me dire, mais elle est pas sympa, elle est super méchante. Et je me suis dit à un moment, mais attends, elle est en train de te dire qu'elle t'a raconté la fin de l'histoire. Et souvent, ça arrête pendant la grossesse, au début de l'histoire, et on n'écoute pas comment les gens, ce qu'ils ont développé après pour s'en sortir d'une situation. Et quand elle m'a raconté tout ça, je me suis dit finalement, il a tenu. Le père de mon fils, il est là, donc mon fils va pouvoir tenir. Et je vais mettre en place. Elle m'a vraiment motivée. J'ai quitté le côté transgénérationnel, se dire mais mince, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle est en train de partir dans l'histoire, je vais le perdre. Enfin, et moi j'ai pas voulu. Elle a voulu, elle n'a pas réussi. Et j'ai compris quand elle a fini de parler, elle m'a dit tu comprends pourquoi je n'ai pas voulu t'assister le jour de ton mariage? J'avais peur de gâcher votre moment. Et moi je l'en voulais de ça. T'imagines, je l'en voulais. Je lui ai dit si tu peux venir la veille du mariage pour m'aider. Elle m'a dit non, je peux pas. Et j'ai compris tout comment nos parents, en fait, viennent influencer notre grossesse en nous disant des choses que nous, de prime abord, on prend négativement. On se dit, mais c'est pas possible. Et quand on prolonge, en fait, la compréhension, qu'on développe une autre écoute, et on peut justement aller créer comme ça, détacher nos schémas et venir créer vraiment une énergie positive qui va nous permettre de tenir et de quitter en fait cette dépression qu'on peut avoir parce qu'on est bloqué à la maison, parce qu'on n'aime pas cet état, parce qu'on n'est pas bien. Mais une fois de plus, c'est vraiment travailler avec des professionnels qui s'y intéressent et qui en font quelque chose qui leur parle, tu vois, parce que ça se passe dans le corps. Et je trouve que cette maman, quand elle dit j'ai envie de taper mon corps, voilà, tu vois, le massage, ça recentre les femmes, de sentir qu'il y a de la vie à l'intérieur d'elle, qu'il y a autre chose qui se passe, d'aller chercher des méditations personnalisées où on recentre vraiment la femme sur elle. On sait que ça marche, les méditations, pour tout ce qui est état dépressif. Et c'est hyper intéressant. Donc, il y a plein de choses à faire derrière et merci à cette maman. Je trouve ça assez intéressant, en fait. Et surtout, rappeler qu'elle n'est pas seule et que c'est pas une anomalie. Il y a des femmes pour qui... et plus qu'on ne le pense, c'est juste que c'est tu. Et on commence seulement à parler de la dépression du postpartum, mais on n'a pas encore libéré la parole sur la dépression prénatale. C'est ça? Oui, tout à fait, exactement ça. Je pense que ça reste très tabou parce que c'est un moment qui est beaucoup, tu vois, c'est idéalisé. beau, on porte la vie, on peut pas se plaindre, mais elle existe. Donc, comme je donnais les chiffres, c'est vraiment pour dire que que s'il y a d'autres mamans qui se sentent dans cet état-là, qu'elles n'hésitent pas à consulter. Il y a des psychologues en périnatal qui sont assez pointus. Il y a des choses qu'on peut mettre en place et souvent ces mamans sont top parce que quand on les a accompagnées pendant la grossesse, le rapport à leur enfant il change. Hein. Des mamans des fois me disent oui mais moi j'ai fait une dépression, je sais pas si je vais savoir m'occuper de mon enfant.
je précise encore que ce n'est pas du tout la même chose en fait. C'est très important. Quand on a accouché, on est dans un autre état, les hormones changent, notre conception elle est autre, et c'est pas parce qu'on a fait une dépression prénatale qu'on va pas pouvoir mettre en place des liens mère-enfant et réussir à avoir un allaitement et un lien d'attachement nickel en fait. Alors, dernière question. Pour ma première fille, j'ai eu une césarienne d'urgence qui s'est bien passée, mais les douleurs des premiers jours m'ont freinée sur mon projet d'allaitement pourtant bien lancé. J'avais peur des difficultés et douleurs possibles d'allaitement en plus de celles de la césarienne. Pour mon deuxième, j'aimerais allaiter, césarienne ou pas. Y a-t-il moyen de se préparer au postpartum physiquement pour y faire mieux face? Donc ça, en fait, c'est une question qu'on ait une césarienne ou pas. Est-ce qu'on peut se préparer à la douleur que peut engendrer parfois l'allaitement? Oui, on peut se préparer et on peut se préparer aussi avec ses seins, mais pas ses seins dans le côté, travailler sur le mamelon, parce que ça, voilà, les femmes qui veulent allaiter, elles disent oui, on m'a dit de préparer mon mamelon, mais en fait, la préparation des seins, elle vient vraiment dans un massage de la poitrine assez important pour sentir l'impact que ça a au niveau de notre respiration pour nous redresser. Quand on a par exemple une césarienne, la posture qu'on va adopter va être en chien de fusil. Donc on va souvent être penché vers l'avant, on va pas être bien, donc on va moins bien respirer, on va moins bien digérer, on va encore aller tasser les organes qui ont déjà eu une souffrance, et donc la physiologie du corps qui doit se faire en postpartum ne se fera pas correctement, et donc on va traîner aussi comme ça des douleurs, et l'allaitement, ça va juste être pas possible pour nous. Donc, qu'est-ce qui va nous aider quand on souhaite allaiter? C'est de travailler les muscles de la posture du dos, qui vont nous permettre de savoir nous redresser. Tu vois, on voit souvent des mamans qui allaitent complètement courbées sur elles-mêmes parce qu'elles sont déjà fatiguées, qu'elles ont envie de dormir, elles ne tiennent plus. C'est pas forcément que dans le postpartum qu'on va aller s'occuper de sa posture. Ça, c'est vraiment de ses muscles. C'est vraiment pendant la grossesse. Donc, moi, les mamans, quand elles viennent sur mon cours, elles font, bon, moi, je viens, mais j'ai une césarienne. Je dis, justement, tu vas encore plus que les autres, peut-être, prendre soin de tes quadriceps, de tes ischio-jambiers, des muscles du dos, travailler ta poitrine, essayer de bien remasser tes seins et de sentir comment, avec ou sans soutien-gorge, tu peux avoir les muscles de ton dos et de ton thorax et dentelé qui sont impliqués quand tu respires et quand tu te mobilises. Et encore une fois de plus, comme tu disais, c'est une éducation au corps, parce que allaiter, c'est pas si facile, loin de ce qu'on peut penser, et que c'est aussi dans le postural, c'est aussi dans la respiration, c'est aussi dans la stature, comment est-ce que je place mon dos. Il y a des mamans, 1 an, 2 ans après avoir été l'allaitement, elles ont des douleurs au cervical qui sont restées parce que la nuque est mal positionnée, et quand tu remontes dans leur histoire, je sais plus si je t'en parle, au tout début, je disais, quand je vois souvent des mamans 2 ans après qui sont pas bien, qui viennent me voir parce qu'ils ont des fatigues chroniques, tout ça, je remonte toujours à la naissance, sans le vouloir. Parce qu'il y a des choses qui se sont imprégnées là dans le corps, qu'on n'a pas pu défaire. Tu vois, la posture de l'allaitement, il faut du temps pour la défaire si on a beaucoup allaité dans un état où on n'était pas bien repositionné. Donc on peut se préparer à l'allaitement, les césariennes encore plus, travailler vraiment la stature pour que l'allaitement ne soit pas quelque chose de contraignant qui va aller jouer sur la cicatrice et donc favoriser l'influx nerveux au niveau du cerveau. Tiens, il y a une douleur qui est tout le temps là, on a déjà toutes les autres douleurs, et quand on a une cicatrice de césarienne, le corps a besoin de se mobiliser pour permettre à la plaie de se cicatriser. Et cette mobilisation du corps, cette inflammation que le corps met en place est fatigante en fait. Et ça peut dire pourquoi certaines mamans ont du mal à allaiter, parce que la ressource corporelle n'est pas mobilisée. Donc on revient à des choses simples, le postural, la respiration, l'alimentation encore. Donc dès la grossesse, si je sais que je suis une maman très stressée, je vais commencer à mettre en place une alimentation qui va permettre à mes intestins d'avoir un microbiote qui répond à l'inflammation. Tout un programme pour soulager la douleur. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup plein de pistes pour pouvoir le faire. Eh ben, merci beaucoup, Nina. J'espère que ça aura aidé ou en tout cas donné des pistes à certaines. Je pense qu'on a pris un sacré cours sur la douleur. C'est hyper intéressant. Oui, il y a il y aurait plein de choses à dire, parce qu'il y a des accompagnements qu'on peut faire sans forcément être dans le médicamenteux, et puis il y a des plantes qui aident aussi, mais je pense que comprendre cette physiologie, sa façon d'être, sa physiologie, en fait, ça va aider de penser que quelque chose qui est pathologique l'est, parce que même dans la pathologie, il y a vraiment de la physiologie, et on peut récupérer son corps, son mental, sa spiritualité derrière le message de la douleur, en fait. Ouais, le savoir, c'est le pouvoir, et déjà là, on sait plus de choses sur la douleur qu'il y a 1 heure. Merci, Nina. Merci à toi, Clémentine.
Merci à celles qui écouteront.